Nouvelle édition sur Africable Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, les titres. Reconnu non coupable de meurtre en mi-septembre, Oscar Pistorius est une nouvelle fois appelé à la barre cette semaine à Pretoria. Amende aux lourdes peines, l'athlète paralympique sera bientôt fixé sur son sort. Ouverture ce lundi à Marrakech au Maroc du 9e Forum africain pour le développement. Le président ivoirien Alassane Ouattara qui prend part à la rencontre doit faire une contribution sur le thème des capitaux privés en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le retour d'Oscar Pistorius devant la justice. L'athlète paralympique a été reconnu coupable, vous le savez, d'homicide involontaire à l'encontre de sa petite amie. La juge doit maintenant fixer la peine qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Mais Oscar Pistorius peut encore y échapper. Cette dernière étape de la procédure, faite d'auditions de témoins, peut durer plusieurs jours. 3 semaines après l'exécution d'Hervé Gourdel par un groupe ayant fait allégeance au groupe islamiste en Irak et en Syrie, l'organisation de l'État islamique, le corps du guide français n'a toujours pas été retrouvé, mais selon la presse algérienne, les autorités auraient identifié son assassin. Dans le massif du Djourdjoura, cela fait 3 semaines que les parachutistes algériens ratissent des montagnes aux sentiers bien connus des bergers, mais aussi des groupes armés islamistes. C'est dans ce secteur qu'Hervé Gourdel a été enlevé le 21 septembre, puis décapité. D'après le journal El Watan, la sécurité algérienne a bien identifié les assassins du Français. Des membres du groupe des soldats du califat, qui a revendiqué l'assassinat et mis en ligne cette vidéo d'allégeance au groupe État islamique. L'exécuteur serait Kherza Bachir, âgé d'une 50aine d'années. Il est déjà connu des services algériens pour des attentats et des assassinats perpétrés pendant les années 90. Le chef du groupe serait l'émir Abdelmalek Ghouri, qui a déjà tendu des embuscades meurtrières aux forces de sécurité algériennes. Identifiés, mais toujours pas arrêtés. 1 millier de soldats et de gendarmes algériens sont à leur poursuite. Jeudi dernier, leur camp de base a été découvert encore fumant, laissant penser que les djihadistes venaient de prendre la fuite. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé hier au Maroc pour prendre part à la 9e édition du Forum pour le développement durable. Les travaux ouverts ce lundi s'articulent autour des financements innovants pour la transformation de l'Afrique. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est le centre de réflexion chargé de réfléchir sur les politiques économiques de l'Afrique, tient pour la première fois son forum qui se déroule tous les 2 ans hors de son siège d'Addis Abeba. Et c'est la ville de Marrakech au Maroc qui est choisie pour abriter ce 9e forum africain pour le développement. Invité du roi Mohamed VI pour prendre part à cette rencontre qui s'ouvre lundi et au cours de laquelle il fera une contribution très attendue sur le thème des capitaux privés dans la problématique du capital investissement en Afrique, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce dimanche à Marrakech accompagné de son épouse. Il a été accueilli à l'aéroport international Marrakech-Menara par le Premier ministre, chef du gouvernement marocain Abdel Ila Ben Kiran, et par une forte présence de ses compatriotes vivant au Maroc qui ont effectué le déplacement en car de toutes les grandes villes de ce pays. L'objet principal de mon séjour, c'est de revoir Sa Majesté qui nous a honorés de plusieurs visites en Côte d'Ivoire, cette année comme l'année dernière. Et donc je viens le saluer, lui présenter mes hommages, mes respects, toute ma considération et lui dire que le royaume chérifien est une terre qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé longtemps sur le Maroc quand j'étais au Fonds monétaire international et donc avec Sa Majesté qui a un rôle de leadership sur le continent. Cette visite du président de la République Alassane Ouattara au Maroc va s'achever le 15 octobre.
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan vient de recevoir à Washington le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne, une distinction qu'il a dédiée à l'ensemble de son gouvernement, les temps forts de la cérémonie de remise dans ce reportage. Il lui a fallu 2 ans pour convaincre. 2 années à la tête du gouvernement pour se distinguer et séduire l'équipe éditoriale de Emerging Markets, le magazine américain des marchés émergents. Daniel Kablan-Duncan figure sur la shortlist des lauréats 2014. Il a reçu le prix de meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Un honneur que le Premier ministre refuse de savourer tout seul. Ce prix, c'est d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui revient ce prix. En ce sens que, comme vous le savez, il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et c'est conformément à ces indications que l'ensemble de l'équipe gouvernementale travaille. Donc ce prix va d'abord au président de la République. Je voudrais associer donc à ce prix les membres du gouvernement, c'est l'équipe qui a travaillé. Une performance reconnue et saluée, mais ce n'est qu'une étape, assure Daniel Kablan-Duncan. Pour lui, le véritable challenge est de faire en sorte que cette croissance soit partagée de tous les Ivoiriens et qu'elle se ressente davantage dans les assiettes et dans le quotidien. Et ce projet de croissance inclusive connaîtra un coup d'accélérateur, promesse de Daniel Kablan-Duncan, qui rejoint désormais la catégorie des meilleurs ministres de l'économie et des finances au monde. Dans le cadre de la célébration de la culture islamique au Burkina Faso, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et le ministère burkinabé de la culture ont convié des journalistes des ondes de médias à un atelier. Les journalistes ont, au cours de cette formation, bénéficié de plusieurs communications portant sur le traitement de l'information religieuse. Dans un monde où l'intolérance religieuse gagne du terrain, il faut y faire face. C'est dans cette optique que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, dont l'un des rôles est de protéger le patrimoine culturel, a choisi de miser sur le traitement de l'information religieuse. Pour y arriver, cette structure a échangé à Lumbila avec les hommes de médias sur leur contribution au traitement de l'information relative à la religion. Pendant 2 jours, les journalistes et communicateurs conviés à cette rencontre ont bénéficié de plusieurs communications, dont celle portant sur l'éthique et les codes déontologiques du traitement de l'information. Toute chose qui leur permettra de mener à bien leur rôle de sensibilisateur sur les bien-fondés de l'islam en tant que religion. Il faut dialoguer, il faut éduquer, il faut sensibiliser et pour que les différentes traditions et les religions puissent pouvoir en tout cas cohabiter parce que bon, vous savez, nous avons des traditions africaines, nous avons des types de religions qui n'admettent pas un certain nombre de choses, donc il faudra voir comment en tout cas autour de cela peut tenir la protection de ce patrimoine-là. Cette activité entre dans le cadre du programme des capitales de la culture islamique de l'ISESCO, dont Ouagadougou détient le mandat annuel de la période 2014 pour la région africaine. Parlons santé à présent avec la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Guinée. Le ministère guinéen de la Santé et ses partenaires sont en concertation sur le sujet. Objectif, évaluer et faire le point des activités menées à Conakry et à l'intérieur du pays depuis 2012. Améliorer la santé maternelle et reproductive à l'horizon 2015, c'est l'une des priorités des autorités guinéennes et les partenaires du secteur de la santé. Pour y arriver, le gouvernement a lancé en 2012 la CARMA, entendez, campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. 2 ans après, des progrès sont certes enregistrés, mais quelques difficultés persistent encore. La CARMA, ça a été une initiative de l'Union africaine qui a été recommandée à tous les pays. C'est une campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle africaine. Ces cadres venus de différentes structures sanitaires de la capitale et autres départements ministériels procèdent à l'évaluation à mi-parcours des activités de la campagne pour la ville de Conakry. L'objectif à terme est de lever toutes les contraintes pour faciliter l'accès des femmes aux services de santé de qualité.
Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources est le fer de lance des activités à mener. Selon l'enquête démographique de santé de 2012, le taux de mortalité maternelle en Guinée est passé de 980 décès pour 100 000 naissances vivantes à 724 décès pour 100 000 naissances. Cette évaluation de la CARMA devrait maintenir les acquis et ouvrir d'autres perspectives pour l'amélioration de la mortalité maternelle et néonatale dans le pays. L'évaluation dans les 7 régions administratives suivra dans les prochains jours. La menace Ebola continue de s'amplifier hors de nos frontières. Aux États-Unis, les autorités sanitaires affirment qu'un manquement au protocole est à l'origine de la contamination de l'infirmière infectée par le virus Ebola à Dallas, au Texas. Le président Obama a ordonné que les autorités fédérales prennent des mesures supplémentaires. C'est le premier cas de contamination sur le sol américain. Moins d'une semaine après la mort de Thomas Eric Duncan, un deuxième cas d'Ebola a été confirmé à l'hôpital de Dallas, où il a été soigné. L'aide-soignante qui s'était occupée du malade a tout de suite été placée à l'isolement. Un test préliminaire sanguin effectué à l'hôpital presbytérien de Dallas a confirmé la contamination de l'aide-soignante par le virus Ebola. Elle a tout de suite été placée dans une salle spécialisée, telle que le précise le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Son état est stable. Par mesure de précaution, un de ses proches a aussi été placé à l'isolement. Les autorités sanitaires américaines s'étaient préparées à l'éventualité d'un deuxième cas. Ce dimanche, elles se disent néanmoins très préoccupées par cette nouvelle contamination, car la professionnelle de santé avait suivi toutes les mesures de précaution. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies dénonce une faille dans le système anti-contagion. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la prise en charge du patient libérien, le premier patient à Dallas. Mais à un moment donné, il y a eu une faille dans le protocole de protection. Et la conséquence de cette faille, c'est la contamination d'un patient. Depuis samedi, les contrôles sont renforcés à l'aéroport JFK à New York pour les passagers en provenance des pays d'Afrique de l'Ouest. Hong Kong à nouveau en ébullition. Des échauffourées ont eu lieu ce lundi entre des manifestants pro-démocratie et des dizaines d'hommes venus démanteler les barrages soudainement mis en place dans le quartier des ministères. Des témoins parlent d'individus portant des masques chirurgicaux pour ne pas être identifiés avant de partir. À Hong Kong, écoutez le témoignage d'une jeune femme. Il y avait un groupe de gens rassemblés là-bas. Ils ressemblaient à des gangsters, mais je ne suis pas sûre. Et c'est là qu'un autre groupe de manifestants, cette fois, a essayé de prendre des photos, car ils pensaient qu'ils allaient passer à l'action. Donc ils ont pris des photos et le groupe de ceux qui ressemblaient à des gangsters a commencé à courir dans leur direction et l'un d'eux a frappé violemment un vieil homme à la tête. Et en Syrie, les forces kurdes opposent toujours une farouche résistance face aux djihadistes de l'organisation État islamique. La Turquie, quant à elle, vient d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases aériennes. La Turquie refuse toujours d'engager des... Mais la pression constante des États-Unis et des autres pays de la coalition a poussé Ankara à faire un premier pas. Les Turcs se sont engagés ces derniers jours à autoriser les États-Unis et nos partenaires à utiliser des bases et le territoire turc. Les avions de la coalition pourront notamment utiliser la base d'Incirlik dans le sud du pays. 1500 soldats américains y sont déjà stationnés. Mais jusqu'à présent, les appareils de l'US Air Force ne pouvaient pas y décoller pour mener des frappes dans la Syrie voisine. Une délégation de militaires américains doit se rendre en Turquie dans le courant de la semaine pour mettre au point les conditions d'utilisation de ces bases avec les autorités turques. Les discussions pourraient être difficiles tant Ankara a attendu le plus tard possible pour franchir le pas. Ancien allié de Bachar el-Assad, le gouvernement turc a pris fait et cause pour la rébellion syrienne très rapidement après le début du soulèvement en 2011, quitte à soutenir les mouvements les plus radicaux. La Turquie a notamment laissé passer sans contrôle ou presque des milliers de combattants étrangers. Ankara craint aujourd'hui que des frappes aériennes ne renforcent le régime syrien, mais elle craint surtout la montée en puissance des Kurdes à ses frontières et sur son propre territoire. Des Kurdes qu'elle empêche aujourd'hui de passer la frontière pour aller défendre Kobané. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.